pour débuter, Laure, je vous propose en fait en quelque sorte de vous présenter, de nous expliquer déjà, vous personnellement, ce qui vous a poussé à vous orienter vers cette profession. Et puis, ça fait plus de 20 ans maintenant. Et donc voilà, nous raconter un petit peu l'aventure des éditions Zulma. Bon, je vais faire bref sur cette partie-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la maison a été... je suis cofondatrice de la maison, donc les premiers livres sont parus en 90-91. À l'époque, j'étais vraiment, on va dire, bébé éditeur, hein. Vraiment une jeune éditrice avec tout à apprendre, tout à découvrir. Le fait est que en 2005-2006, la maison existait encore, ce qui veut dire que 15 ans plus tard, j'avais pas fait que des conneries, j'avais aussi réussi à avoir une entreprise qui était encore là au bout de 15 ans. Même si, pendant ces 15 premières années, la maison a publié des tas de livres très intéressants, mais n'était pas vraiment ce que j'attendais moi-même de mon métier. Vous savez, des fois, on fait des choses, on est pris dans une action, et puis finalement, à un moment, on a envie de dire stop, je pose tout, et puis je repense tout, et peut-être que là, ce que je vais faire va être vraiment bien. C'est ce que j'ai fait en 2005. Il se trouve que la maison était encore là, mais était néanmoins au bord du dépôt de bilan. Donc c'était une bonne occasion de tout remettre sur le tapis, de tout repenser. Donc j'ai repensé la ligne éditoriale, j'ai repensé la diffusion, distribution, j'ai repensé les méthodes de travail, j'ai repensé le catalogue. Bref, tout a été remis impitoyablement pour vraiment trouver qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas, et finalement, quelle était la maison d'édition de mes rêves. C'est ce que je me suis dit, voilà, il faut être vraiment exigeant, je vais regarder qu'est-ce qui est le plus mieux, le plus génial, le plus extraordinaire, la chose dont j'ai vraiment envie, et qui me semblerait l'essence même de la perfection d'une maison d'édition de littérature. Quelle est mon idée de l'excellence, mon idée de... Voilà. Partons du rêve le plus fou, et puis après on verra bien où on arrive. Et donc, il me semblait très important de publier peu de livres, c'est 12 par an, de publier à la fois de la littérature française et étrangère, sans forcément les distinguer entre la traduction et ce qui était écrit en français, mais néanmoins avec une ligne éditoriale et une idée très forte, et de ne pas s'éparpiller dans plein de choses, donc uniquement de la littérature, romans, nouvelles, récits contemporaines du monde entier. Donc ça a été, ça faisait partie, voilà, des axes de restructuration, et évidemment il y avait à quoi allaient ressembler ces livres. Et il se trouve que dans les premières années de la maison d'édition, j'ai eu plein d'idées farfelues, j'ai fait plein de tentatives, de tas de choses qui étaient parfois passionnantes, parfois réussies, parfois ratées. Mais il y avait une collection qui a été un échec complet, mais qui m'a beaucoup passionnée, ça s'appelait Zulma Classics, et c'était une collection de classiques de la littérature anglo-saxonne en anglais. Donc c'était, vous voyez, comme les Penguin Classics, sauf que c'était les Zulma Classics. Pour moi, c'était une démarche intéressante parce que les éditeurs anglo-saxons n'ont pas du tout la même manière d'exploiter leur propre patrimoine littéraire que ce qu'on fait en France. En France, il y a toujours des tas d'éditeurs pour ressortir un petit texte inédit de Stevenson, un roman de Balzac que personne ne connaissait, voire un court récit de Marcel Proust qui était passé inaperçu. Il y a toujours des tas d'éditeurs pour proposer des trésors cachés de la littérature patrimoniale. En Angleterre, ça n'existe pas. Donc j'ai eu envie d'explorer la littérature anglo-saxonne selon un angle très français. Tout ça pour dire. Et puis c'était intéressant de publier des livres en anglais parce que tous les codes sont complètement différents. La typographie, ça marche pas du tout pareil. Tous les paratextes sont radicalement différents. Et puis c'était aussi amusant d'aller essayer de les vendre en Angleterre, en Grande-Bretagne, avec des équipes de diffusion, de distribution. Enfin, c'était un bins
épouvantable. C'était vraiment un travail de dingue. Et c'était expérimental, très amusant. Et ça n'a pas du tout marché. Mais pendant cette période-là, j'ai beaucoup fréquenté les librairies. Je suis allée à plusieurs reprises à Londres pour me rendre compte de à quoi ressemblait le paysage de la librairie. En Grande-Bretagne, j'avais pas non plus que ça à faire, donc concentrons-nous sur Londres pour voir à quoi ça ressemble. Et c'était pile au moment où David ou Penguin sortait cette magnifique collection donc designée par David Pearson, qui est les fameux Great Ideas. Alors je suppose que je ne vais pas vous expliquer les Great Ideas, ou est-ce que quelqu'un ignore encore les Great Ideas? C'est une collection de Penguin dont l'objet était de présenter les grands textes fondateurs de la pensée depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant. Donc ça va, je sais pas, le contrat social de Rousseau, le manifeste du Parti communiste, bref, les grands textes fondateurs. Donc c'est des essais, hein, c'est de la philo, c'est pas du tout de la fiction. Et pour cette collection, ils ont demandé à David d'être le directeur artistique et donc de coacher toute une équipe de designers. Il y a eu plusieurs tranches de 20 livres qui sont sortis. Et ces livres sont une merveille du design de livres. Pourquoi une merveille? Parce que c'est des objets excessivement sensuels. C'est-à-dire que dès lors que j'en ai eu un entre les mains, je ne pouvais plus le lâcher. Le papier était une sorte de papier cotonneux, un peu épais, avec des trucs en relief. Il y avait plein de les titres ou plein de choses étaient en relief. Chaque couverture était radicalement différente pour chaque livre, mais néanmoins, une fois qu'on avait compris le principe, on ne pouvait plus jamais louper un Great Ideas, on ne pouvait que le reconnaître vraiment immédiatement, bien qu'ils soient tous très différents. Et c'était à la fois des objets très, très contemporains et en même temps très classiques, c'est-à-dire qu'ils jouaient sur chaque couverture avec l'idée de qu'est-ce que c'est que le design, la typographie, les codes de l'époque où a été écrit le texte. Disons aussi différemment qu'ils jouaient avec ce qu'on appellerait la page de titre. Tous les éléments qu'on trouve sur la page de titre d'un livre, il les a transplantés sur la page de couverture. Et ça fait un objet qui semble à la fois très moderne et en même temps qui joue avec tous les codes anciens du livre, avec le papier, avec l'impression, avec la texture, avec, vous savez, ce bon vieux métier quoi, d'imprimer des livres sur du papier. Et jouer avec tous ces codes-là, tout en faisant des objets qui sont complètement du design d'aujourd'hui à la pointe de la créativité, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je me suis dit, j'aimerais que mes livres fassent signe de manière aussi forte quand ils vont être en librairie, que quand moi je me suis promenée en librairie et que j'ai vu ces Great Ideas et que je me suis précipitée comme une malade et je les ai tous achetés parce que je ne pouvais pas faire autrement. Bon, pour le coup, je les ai pas lus. J'espère que les gens ou relus. Je ne vais pas me taper le contrat social en anglais. Vraiment, il ne faut pas non plus exagérer. Mais les livres faisaient signe. Et je me suis dit, pour un éditeur qui a une visée éditoriale, mais en même temps, comment dire, vous voyez, ma petite entreprise, c'est une maison d'édition indépendante, c'est 3, 4, 5, 6 personnes, c'est vraiment de la toute petite entreprise indépendante. Comment se faire entendre, comment se faire reconnaître, comment attirer l'œil, l'attention des lecteurs, les premiers lecteurs étant les libraires, comment faire signe. Donc après je pourrais revenir sur une analyse peut-être plus fine de tout ça, mais néanmoins je me suis dit il faut un truc aussi fort que ces Great Ideas et aussi fort dans le même genre d'idée, c'est-à-dire l'idée de faire signe et
faire signe par le biais du papier imprimé, à la fois de la tradition et de la modernité, voilà, cette attractivité du livre. Alors les Anglais sont très très forts, parce qu'ils ont à la fois des trucs avec du doré partout, des gaufrages immondes, des trucs vraiment incroyables. Mais c'est vrai que on se dit qu'il y a un travail d'imprimeur, là, pour le coup, pour faire tous ces gaufrages dans tous les sens. Mais là, il y avait un vrai travail et c'était beau. Voilà, en soi, c'était une sorte d'œuvre d'art. Et je me suis dit qu'il fallait travailler dans le sens-là. Et voilà, ça, c'était quand je me suis dit, il faut que je refasse tout. Juste sur ce moment-là, ce que vous appelez une renaissance, donc en 2005-2006, comment s'est passée la rencontre avec David et comment vous avez lancé les pistes? C'est-à-dire, est-ce que vous l'envoyez sur un terrain graphique en disant, voilà, je voudrais, peut-être en lui disant ce que vous aimiez justement chez Great Ideas ou chez d'autres éditeurs, ou alors est-ce que vous l'avez vraiment laissé partir en roue libre pour proposer quelque chose vraiment sans lui donner trop une ligne directrice? Déjà, je m'étais fait l'idée de ce que je voulais. Avant d'arriver à David, j'ai quand même vu plein de graphistes qui ont fait des projets, et à chaque fois, j'avais en ligne de mire les Great Ideas, et donc je réexpliquais le côté... tous les livres pareil, mais tous les livres différents, quelque chose qui soit à la fois une marque très forte, mais en même temps que chaque livre soit vraiment un individu très singulier, très différent, qu'on puisse jamais les confondre, mais qu'en même temps on comprenne immédiatement que c'est la même famille, la même collection. Et le côté tradition, modernité, le jeu sur le papier, etc. Donc ça, c'était ma litanie. À chaque fois que je voyais un graphiste, donc j'en ai vu... on va dire 5-6, à qui j'ai donné ce cahier des charges. Et donc à chaque fois, c'était l'exemple, c'était les Great Ideas. Et j'étais pas satisfaite des résultats, ça me convenait pas. Et à force, je me suis dit, c'est un peu crétin, au lieu de dire à tout le monde que j'adore ce que fait David Pearson, je vais demander à David Pearson. Sauf que, c'est idiot, mais je pensais que c'était un vieux monsieur genre Massin. Je pensais pas que c'était un jeune graphiste. Je pensais que c'était un vieux monsieur avec un calendrier de travail exponentiel et avec pas forcément envie d'aller se lancer dans l'aventure avec un éditeur français qui allait pas payer forcément très cher. Enfin, ouais, donc je me suis dit, bon, je vais lui poser la question et puis il aura sûrement un disciple ou deux à me conseiller, voilà, pour travailler dans cette ligne. Et donc je lui ai expliqué pourquoi j'aimais tellement ces couvertures et comment je voyais la chose. Et vraiment, et il a tout de suite dit, bah, très bien, moi l'idée me plaît, précisez-moi les choses un peu plus et je vous fais une proposition. Et donc la précision, c'était principalement quelque chose dont j'avais vraiment envie, c'était les grands rabbins. J'avais envie vraiment que la couverture puisse se déplier et qu'il y ait quelque chose qui se passe tout du long de la couverture et qu'on n'ait pas juste... j'avais pas envie qu'il y ait de texte non plus forcément sur la 4e de couverture. J'avais envie, voilà, qu'on puisse ouvrir la couverture, vraiment la déplier et qu'il se passe plein de choses là. Et j'avais envie, donc ce que je vous ai déjà dit, hein, qu'ils soient tous pareils, tous différents, et que ce soit vraiment une porte ouverte sur l'imaginaire. C'était... voilà, ça devait avoir trait à l'imaginaire, c'était vraiment important. Et après, je lui ai dit, bah, mon gars, tu fais ce que tu veux. Il faut juste... Vraiment, le truc minimum, c'est le nom de l'auteur et le titre du livre. Tout le reste, ça peut dégager. Et le code barre. Parce qu'on ne peut pas faire sans code barre. Mais il y avait vraiment... plus aucune contrainte, liberté absolue, le nom de la maison d'édition, on s'en fout, logo, tout ça. Vraiment le titre et le nom de l'auteur. Et David, je crois, nous a envoyé un premier mail, je sais pas, moins d'une semaine après que la demande officielle était formulée. Et c'était
Et ça m'a pas cessé de l'être, donc ça c'était en 2005 ou 2006, vraiment, non 2006, l'éblouissement quoi. Et c'est quand moi j'ai eu cette première proposition, j'étais, je sais pas, c'était magnifique, c'était très très beau. Alors il y avait un tout léger bémol qui était cette très très sympathique collection de poches au serpent à plumes que vous connaissez peut-être, hein, qui s'appelle Motif, qui est un peu, qui va peut-être revivre, mais en tout cas qui était à ce moment-là un peu bon, qui était plus aussi active ni aussi représentative qu'elle a pu l'être. Et bon, après je me suis dit finalement le triangle c'est quand même radicalement différent, le format n'est pas le même non plus, et puis il y a une qualité d'impression qui font que peut-être qu'en reproduction les objets peuvent se confondre un peu, mais sur une table de librairie ça se confondra jamais, c'est vraiment très différent. Et Motif était un peu plus ethnique, si je puis dire, que les propositions de David, qui sont toujours très graphiques et pas ethniques, pas non plus papier peint. Ça fait pas papier peint, ça a beau être des motifs qui parfois se répètent, normalement ça doit pas faire papier peint. On a aussi beaucoup discuté avec David sur la notion d'accident, justement sur le fait que c'était pas du papier peint, que c'était pas, parce on avait des modèles, donc Motif David ne connaissait pas, et après je me suis dit bon allez, basta, mais Insel Verlag par exemple il connaissait, et Insel Verlag ça existe toujours, mais Insel c'est vraiment des petites fleurettes, des petits motifs machin, c'est un peu gnangnan, mais c'est joli hein, mais c'est pas, finalement on s'aperçoit que c'est pas de mettre n'importe quel dessin avec une petite étiquette, hein. Et il suffisait pas d'avoir juste une petite étiquette, de la faire triangulaire au lieu de la faire rectangulaire. Ça suffit pas. Il y a aussi la nature des motifs utilisés, la manière dont ils les utilisent. Et puis après, on s'est complètement lâché dans la fabrication avec nos fameux Pantone. Juste pour préciser, hein, donc David, il a une trentaine d'années, je sais pas exactement. Et il est sorti de l'école d'art en 2002. Et en fait, il a très vite travaillé pour Penguin Books. Donc c'est vrai qu'il est très jeune. Et il a déjà une production qui est absolument colossale. Alors, déjà chez Zuma, je sais pas combien de volumes vous êtes. Il y en a 12 par an depuis 2006. Et donc, ça fait une centaine. Et du coup, rapidement, les retours que vous avez eus de libraires, vu que c'est principalement là que vous vendez vos livres, vous ont, j'imagine, complètement conforté dans ce choix. Mais la question que je me posais, c'est comment s'élabore vraiment la couverture, en fait. Est-ce que David étant anglophone, il ne lit pas forcément les textes, et du coup... vous procédez de quelle manière en fait? Parce que, bon, je sais pas si tout le monde a lu des livres de Zulma dans la salle, mais souvent, et moi c'est plus a posteriori, une fois que je termine le livre, que je comprends encore plus la couverture. Et du coup, il y a vraiment un... Bah, c'est très marquant comment il arrive à toucher juste. Et ça rend encore plus, comment dirais-je, mystérieux comment il fait en fait, pour toucher au but. Bah, là, il y a un vrai travail éditorial. C'est vrai que... il y a des couvertures où on lui fait, de toute façon, on lui fait un petit résumé, mais genre 3 lignes, pour lui dire en gros c'est quoi l'histoire, qu'est-ce que ça raconte, lui dire l'époque où ça se passe, l'ambiance, l'atmosphère, éventuellement si ça nous évoque des couleurs, ça nous évoque jamais de couleurs, donc on lui donne pas les couleurs, mais voilà, 10 lignes archi maximum de petites présentations du livre. Et des fois, et assez souvent, il peut nous envoyer une couverture pour le livre dont il a lu 10 lignes, alors je sais pas comment on lui a raconté ou quoi, et le truc arrive et on se dit mais c'est extraordinaire, ça peut plus être autre chose la couverture. L'exemple vraiment typique, c'est La vie et les agissements d'Ilie Kazan de Razvan Radulescu, où on a dû lui expliquer que ça se passait en Roumanie, que c'était une histoire à la fois
folle dingue, très très amusante, pleine d'humour, et en même temps dans une sphère communiste, absurde, un univers comme ça un peu kafkaïen, mais un truc plein d'humour, très drôle, et l'histoire d'un type qui fait pousser des tomates, et il se retrouve avec des tomates géantes, et ça se termine très très mal pour lui. Et donc la couverture, c'est à la fois des tomates, rouge, orange, jaune, et en même temps des étoiles, comme l'étoile rouge. Et il arrive à faire à la fois un truc un peu air soviétique, vous voyez, pays de l'Est et tout ça, et en même temps, il y a une sorte de grosse tomate. Et en même temps, la couverture, elle est drôle, elle est rigolote, elle a un côté, une fantaisie. Donc là, on est typique dans le truc où on a peut-être bien expliqué, mais en tout cas, je pense qu'il était hyper en verve ce jour-là, et il nous fait une proposition d'en faire. Alors, elle arrive, on ouvre la pièce jointe du mail, et c'est magnifique, et ça peut plus être que ça. Après, cette couve-là, aussi, qui est magnifique, en plus, c'est une sorte de chef-d'œuvre graphique, parce que non seulement il y a plusieurs lectures, soit il y a la moitié des gens voient des tomates, l'autre moitié voit des étoiles. Bon, après un effort intense, vous arrivez à voir les deux. Mais aussi, c'est que le truc, ce que je vous disais qu'on imprimait en Pantone, c'est-à-dire que quand on s'est dit on va à l'excellence et tout ça, on ne se refuse rien. Dans le genre on se refuse rien, il y avait l'embossage du triangle. Donc pas les réimpressions, mais les premières éditions de nos livres, le triangle blanc est embossé. Et c'est donc imprimé avec des Pantones. Donc, pour les rares auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un Pantone, tout ce qu'on connaît à peu près autour de nous est imprimé en couleur, en quadri. Donc la quadri, c'est des petits points rouges avec des petits points bleus, et des petits points jaunes et des petits points noirs. Et tous ces petits points, donc on peut regarder avec une loupe, font toutes les couleurs. Ce qui fait que quand on va vouloir bouger le vert, pour avoir le vert de vos rêves, vous allez bouger le jaune ou le bleu. Mais évidemment, en bougeant le jaune ou le bleu, vous allez aussi bouger le orange qui avait du jaune dedans, ou le violet qui avait du bleu dedans. Donc dès qu'on bouge une couleur, on bouge toutes les autres couleurs, et ce qui fait que dans la quadrille, on est toujours, la quadrille traditionnelle, voilà, on est toujours dans un compromis qui fait que, voilà, on n'a pas un monde idéal. Donc nous, on voulait un monde idéal. Donc on a dit, pas question de faire le moindre compromis, on imprime en Pantone. Évidemment, ça coûte 4 fois plus cher, parce que l'imprimeur, faut qu'il lave sa bécane de fond en comble avant d'imprimer nos couvertures, pour qu'il remette les bonnes couleurs à chaque fois. Donc il fabrique son petit mélange, et donc avec David, c'est nos conversations. Alors quel numéro, et toi ton numéro, ah non plutôt machin, et donc on a des conversations de Pantone. C'est une grosse blague de la maison, mais n'empêche que tout ça pour dire que cette couve de La vie et les agissements d'Elie Kazan, il avait une contrainte de couleur, parce qu'il n'a pas le droit. Je dirais, à un moment, on veut bien dépenser de l'argent, mais l'imprimeur, il a toujours que 5 couleurs sur sa machine, et normalement, il n'a pas le droit d'avoir 5 couleurs. Il a le droit d'en utiliser 4. Alors, les grands jours, on peut se lâcher et en prendre une 5e, mais faut pas faire ça tout le temps, sinon on va ruiner la maison. Donc, il a droit que à 4 couleurs, mais ce qui fait que, finalement, souvent, c'est une sorte de contrainte oulipienne qui fait qu'il invente des trucs. Donc, vous regarderez la couverture, le marron qui est derrière le jaune, orange, rouge, vert, etc., c'est une superposition de couleurs pour arriver à cette sorte de marron qui est vraiment un marron étrange, qui est vraiment une très belle, très étrange couleur, qui est d'ailleurs très bien vendue dans l'expo qui est à l'hôtel Pommery. Mais, donc, ça, c'est le cas extra, où le truc est tout de suite là. Mais ça peut arriver aussi que on fasse je sais pas, on publie un recueil de nouvelles d'une indienne, ça s'appelle Mes seuls dieux, et donc on explique à David que c'est des nouvelles
que c'est des histoires de famille, que c'est beaucoup d'histoires de femmes, que ça se passe en Inde et qu'il y a plein comment dire, de luttes intestines dans les familles, que c'est très violent, très compliqué, mais c'est ces histoires de famille. Et là, il nous propose une couverture qui est des cercles, grands, petits, moyens, et plutôt bleu et rose, des couleurs très indiennes. Je vois la couverture, je me dis, elle est top 70s, elle est très belle, graphiquement magnifique, mais franchement, aucun rapport avec Anjana. Alors, aucun rapport. Moi, très subjectivement, qui est aussi subjectivement choisi de publier ce livre-là en particulier par un autre, moi, voilà, c'est moi toute seule, je trouve que ça va pas. Et en fait, l'argument me suffit amplement. Je trouve que c'est très beau, mais que ça ne va pas. Donc, on part dans des grands machins. Alors, en général, c'est cher David, on adore ta couverture, mais qui est très belle. Et qui ira forcément très bien avec un autre livre, mais pour ce livre-là, ça ne va pas tout à fait. Et alors là, c'est là que ça devient parfois plus laborieux, parce qu'il faut réexpliquer le truc un peu différemment. Alors, avec parfois, bon, pour Mes seuls dieux, à un moment, on lui dit, bah écoute, en fait, on la veut plus girly, moins 70s. C'est plus fille comme couverture. C'est les deux trucs qui étaient compliqués avec David et qui sont toujours compliqués. C'est les couleurs, où on a mis beaucoup de temps à pouvoir se faire à l'idée d'avoir des couvertures vertes. C'était un truc... non, mais on va pas oser ces couvertures vertes. Et il y a le vert qui est vraiment utilisé différemment. Maintenant, on s'est bien lâché, donc on a plein de couvertures vertes et on utilise le vert avec beaucoup de joie et de bonne humeur. Mais ça a été un apprentissage. C'était pas tout à fait gagné. Et l'autre truc, c'est le bleu, blanc, rouge. Alors là, j'ai jamais réussi à faire comprendre à David que dès que ça fait drapeau français, ça va pas aller. Ça, on peut pas. On peut pas. Un truc bleu, blanc, rouge, ça n'est pas possible. On peut le mettre de n'importe quelle manière, jouer dessus autant qu'on veut. Dès qu'il y a du bleu, blanc, rouge, ça fait fatalement bleu, blanc, rouge. Et donc, ça, on peut pas. Donc, régulièrement, c'est les points. Donc, le vert, c'est fini, on a accepté. Et le bleu, blanc, rouge, régulièrement, revient. Et à chaque fois, je lui dis, mais non, David, c'est comme le drapeau français. On peut pas. Et après, on a le côté fille-garçon. Donc, on lui dit, là, c'est plutôt une couverture de garçon. Ou plutôt une couverture de fille. Vous voyez, on est un niveau de conversation assez basique. Donc on la veut plus fille, ou on la veut moins fille. Vous voyez, mais on arrive à bien communiquer finalement. Donc pour finir là, la couverture de Mes seuls dieux, on arrive finalement à expliquer qu'on va un truc beaucoup plus classique. Et effectivement, la couve, vous pourrez la voir si le livre est là. C'est un truc un peu sari, avec du orange et de l'argenté. Enfin, c'est très indien, très classique, très joli. Et la fameuse couverture avec les cercles, les ronds, etc., qui était vraiment magnifique, délirante, le jour où on l'a reçue, moi j'étais en train de travailler éditorialement sur des livres à paraître dans 1 an ou 2. Donc cette couverture-là, je me suis dit immédiatement que ça allait merveilleusement avec le roman d'une Islandaise complètement décalée qui allait paraître dans un an et demi ou 2 ans après. Donc, quand l'époque de mon Islandaise est arrivée, je lui ai tout de suite dit, rappelle-toi la couverture là avec les cercles, c'est celle-là, on la voudrait pour ce livre, elle va être top. Sauf que David adore tout changer au dernier moment. Non mais ça arrive, hein. La correspondance de Strindberg, qui a des lignes, je ne sais plus si elles sont verticales ou horizontales, au moment du fichier définitif pour l'imprimeur, il nous a quand même changé. C'est mieux, hein, c'est toujours mieux quand il change, mais vraiment, bref. Et là, on lui dit la couve bleu, rose, machin, elle va être magnifique pour cette Islandaise, et il nous a fait une proposition orange et verte. C'est la couverture de Rosa Candida, que vous connaissez, qui est sublime d'entre les sublimes, en tout cas à mon avis, et qui est totalement décalée et qui va comme un gant
au livre. Alors voilà comment on y est arrivé. C'est qu'il y a des propositions, on n'a jamais une action, graphique, on ne lui dit pas un peu plus de rond, un peu moins de carré, ou on ne lui demande pas de retravailler. Sur le plan graphique, c'est lui qui est le maître du jeu. En revanche, une proposition, c'est moi qui sais si ça va aller ou pas avec tel univers, tel imaginaire. Et en général, ça fait l'unanimité. On est 5 chez Ulma, aux éditions, et c'est rarissime qu'il n'y ait pas une unanimité. Alors, à quoi ça tient? C'est très difficile à dire, mais c'est une manière qu'on a eue de lui raconter le livre, et puis il nous fait une proposition, et si ça va pas, on va aller repêcher dans des... Donc on a des catalogues de vieilles propositions qui n'ont pas été utilisées, et donc on lui redit, tiens, ce serait pas mal quelque chose dans la ligne de celle-ci ou de celle-là. Après, il y a tout un jeu, c'est-à-dire que si un livre est très, je sais pas, lyrique, enflammé, on va pas faire une couverture lyrique enflammée. C'est-à-dire que il y a aussi une réflexion sur finalement qu'est-ce qui va porter un livre, qu'est-ce qui va être dans une évocation qui est compatible avec le livre, mais sans accuser comment dire, ou en tout cas en accusant un aspect de l'écriture ou de l'imaginaire du livre, mais pas n'importe lequel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment... c'est tout un travail d'équilibre entre la nature du texte et la manière dont la première perception qu'on aura du texte va être celle de la couverture. Et je finis mon petit tour. Pour Rosa Candida, évidemment, il n'avait pas pu s'empêcher de nous faire quand même une autre proposition. Et là, c'était une proposition avec des roses. Il jouait avec des pétales de roses. Et c'était très beau, mais ça n'allait... Voilà, pour Rosa Candida, j'avais ma couverture. En revanche, l'année d'après, on a publié un roman d'Ingrid Taubois qui s'appelait Soliciano. Et Soliciano, c'est un titre de roman que j'appelle un peu aveugle, c'est-à-dire que ça évoque pas grand-chose. Pas comme, je sais pas, Théorie de la vilaine petite fille, ça évoque quelque chose. La vie et les agissements d'Elie Kazan, ça évoque, voilà, le nôtre quelque part. Ça, voilà. Bon, Soliciano, c'est un mot tout seul, c'est pas franchement le truc le plus évocateur. Et on s'est dit, pour ce livre-là, c'était important d'avoir une couverture qui ressemblait au livre, qui était peut-être plus concrète. Et il fallait pas qu'on ait une couverture trop abstraite, par exemple. Et du coup, là, on a repris cette couverture avec les roses un peu rouges et dorées, un peu glamour, qui allait très très bien avec le roman d'Ingrid. Et là, on accentuait, autant dans Rosa Candida, on a accentué avec la couverture le côté totalement décalé. C'est une manière, de même qu'on fait des 4e de couverture, des textes de présentation, qui vont être notre manière à nous de raconter l'histoire. La couverture, c'est notre manière à nous, éditeurs, d'influer sur la première approche que le lecteur va avoir du livre. Et alors là, moi, vraiment, tout de suite, j'ai une question qui me taraude depuis, justement, qu'on évoque ces aspects quasiment où David arrive à faire presque des one-shots, ce qui est assez rare en design, quand on passe commande à un graphiste, un designer, et qu'il arrive à ne pas faire 2-3 propositions, mais une où ça vit juste, il faut vraiment quand même avoir de la bouteille et du talent. Comment se passe la présentation, le dévoilement, j'ai envie de dire, auprès de l'auteur? C'est-à-dire, comment est la réception? Comment vous amenez les choses? Est-ce qu'il peut y avoir peut-être pour certains un rejet? Voilà, comment ça se passe sur cette partie-là, qui est vraiment, voilà, au moment où l'auteur va découvrir l'image qui représente son texte. C'est arrivé une seule fois qu'on ait un rejet, vraiment. Et du coup, on n'a pas pris cette couverture-là. C'est-à-dire que c'est vraiment important qu'il y ait une adhésion de l'auteur
à la couverture de son livre. Alors peut-être que des fois ils sont polis, ils disent que c'est joli alors que ça leur plaît pas, j'en sais rien. Mais je pense pas. Je pense qu'il y a, on peut l'automne à la rentrée littéraire dernière, donc je vais peut-être dévoiler les dessous des choses, mais on a publié 2 romans de rentrée littéraire. Il y avait La lettre à Helga de Bergsvein Bergisson et Lucia Antonia Funambule de Daniel Morvan. Qui est présent. Donc je pense que Daniel, aime sa couverture. Bon, maintenant, ce qui est... Il dit oui. Il dit oui. Donc, ce qui peut être rigolo, et je sais plus si Daniel le sait ou pas, c'est qu'au départ, c'était l'inverse. C'est-à-dire que la couverture de Lucia Antonia Funambule était initialement une proposition pour la lettre à Helga de Bergsvein Bergisson, et la couverture de Bergsvein n'était pas une proposition pour Lucia Antonia, ça venait encore d'ailleurs. Mais néanmoins, la couverture qui était une proposition a priori pour Bergsvein, on s'est dit, non mais cette couve, elle va merveilleusement bien à Lucia Antonia. Et je crois que quand je l'ai envoyé à Daniel, il était... c'était un moment d'émotion, je pense, de découvrir... Mais je le dis en toute modestie, mais je pense que quand l'auteur il voit sa couverture, il a l'impression qu'on l'a compris. Qu'on a compris son texte, qu'on va pouvoir le porter, et qu'il y a une poésie du livre, une subtilité du livre, le raffinement, enfin, c'est ça. Alors si l'auteur, il trouve que c'est moche, c'est pas qu'il va trouver que c'est moche, s'il trouve que ça va pas avec son livre, que c'est à des années-lumière, c'est qu'on a raté. Donc si on a raté, ben, au moins l'auteur nous aura empêché de faire une connerie, et on se rattrape. Mais avant que le livre soit imprimé. Mais on a eu, si l'auteur si on n'avait pas l'adhésion de l'auteur sur un projet de couverture, on ne le ferait pas. Et du coup, enfin, moi ce que je trouve assez stupéfiant, c'est que j'ai l'impression que c'est l'auteur caché, en fait, David Pearson de Zulma. Quand vous parlez de tous les échanges que vous avez avec lui, des petites modifications, sans en fait finalement toucher à la forme, puisque bon, il utilise quand même souvent des motifs, ça fait, j'ai l'impression en tout cas, beaucoup écho au travail que vous pouvez mener auprès des auteurs, en fait, où vous allez intervenir pas pour que ça fasse Laure Leroy, mais pour que le texte soit amélioré et corresponde vraiment à Zulma. Enfin, En fait, c'est pas tout à fait l'auteur caché, c'est plutôt qu'on a avec David un travail éditorial sur le plan graphique, comme on a avec nos auteurs sur le plan littéraire. C'est-à-dire qu'on le pousse lui aussi dans ses derniers retranchements pour qu'il nous offre le meilleur de lui-même. Et donc, c'est un... Et je pense qu'on le titille, on le stimule pour que... Et je pense qu'on apprécie à la fois ce qu'il fait. Et dès qu'on va imprimer une de nos couvertures, c'est aussi toujours un grand moment, même chez l'imprimeur. Donc je pense que pour tout le monde, c'est un moment fort. Et il y a la couverture du Guapre des Kakis aussi, qui est une vraie merveille, parce qu'il y a des tas de superpositions de couleurs. Il y a nos poches aussi qui ont été un peu compliquées, mais je pense qu'on pousse David dans ses derniers retranchements, comme on va pousser chacun de nos auteurs dans ses derniers retranchements pour qu'il donne le meilleur de ce qu'il peut donner. Là, on est dans une librairie, c'est le cadre idéal pour vous poser cette question, mais quand on arrive sur l'aspect commercial, puisque c'est des livres qui sont vendus, à votre avis, déjà on en a parlé tout à l'heure, mais comment a été perçu ce changement de design au milieu des années 2000, et quel impact ça a aujourd'hui, ce que vous ressentez-vous sur les ventes? C'est-à-dire, comment est-ce que le design, c'est les questions qui nous intéressent par rapport justement à créer ce genre d'événement, c'est à quelle mesure l'image du livre va déclencher un acte d'achat? Alors moi j'ai un début de réponse, c'est qu'il suffit d'aller au Salon du Livre à Paris, de passer sur votre stand où il y a
ah oui, c'est Junma, et une entrée auteur, et il y a une entrée d'émerveillement en venant sur le stand, donc tout de suite, voilà, c'est comme rentrer dans un magasin de sucreries, quoi. Tout le monde a envie on sent derrière, ah oui, puis c'est la foule devant. Donc voilà, comment ça, vous, de votre point de vue, ça a influé sur les ventes, et quels sont les retours aussi, donc aussi bien peut-être des libraires et puis des clients, des gens qui achètent les livres. En fait, pendant disons les 2 ou 3 premières années, à chaque fois les gens disent ah j'adore vos couvertures. Bon, alors, 1 fois, 2 fois, 3 fois, à la fin de dire mais alors tu l'as lu le livre ou t'as juste aimé la couverture. Bon, donc c'est évident que quand les livres sont arrivés en librairie, je me souviens les 2 premiers qui étaient, en plus c'était 2 romans de rentrée littéraire, c'était Comment va la douleur de Pascal Garnier et La vie rêvée des plantes de Yi-Sung-woo. Et les représentants n'avaient pas ces couvertures, puisque les représentants commencent à travailler la rentrée littéraire au mois de avril-mai, et nous, on a changé ça en juillet. Donc, personne ne savait à quoi ça ressemblait, et soudain, les livres sont arrivés en librairie, et là, on a eu des libraires qui nous ont appelés en disant mais, et c'était une sorte de, comment dire, de fébrilité, avec une première réaction en disant tiens, un nouvel éditeur. Et deuxième réaction, mais non, c'est Junma. Et là, je sais pas, ça a créé une sorte de transe. Et les libraires ou les gens, nos amis, les gens qui nous aiment bien, enfin, premier cercle rapproché, ils nous ont tous appelés en disant mais vous nous avez pas dit, mais c'est magnifique. Mais voilà. Donc ça crée immédiatement vraiment une fébrilité, quelque chose de c'est tellement beau. Maintenant, ce côté c'est tellement beau, effectivement, à partir de 2006, mais on a changé plein de choses. On a changé la ligne éditoriale, on a changé le nombre de livres, on a changé le diffuseur, on a changé énormément de paramètres, de manière de travailler, et des livres se sont mis à être des succès sympathiques, des jolis succès, voire des grands succès. Donc on s'est mis à vendre des livres, ce qui n'était pas le cas de la maison d'édition ancienne version, mais on ne publiait pas non plus les mêmes livres de la même manière. Donc c'est un peu difficile à comparer. Mais je pense que ce qui fait vraiment le succès, en tout cas qui le rend pérenne, c'est le fait on n'est pas déçu. Parce que vous n'allez pas acheter 50 fois des livres juste parce que la couverture est belle. Si, non, ça dépend. Non, mais après, on peut être... Mais le cercle est plus restreint. Voilà, on peut être un petit noyau à acheter des livres parce que la couverture est belle et parce que je ne sais quoi. Mais ce genre de maniaque, là, on n'est pas si nombreux que ça pour faire tourner une maison d'édition. Donc encore faut-il avoir aussi... pouvoir parler aussi au public des amoureux de la littérature qui vont être attirés par la couverture, qui vont être attirés par l'objet, qui vont le lire et qui vont trouver ça vachement bien. Parce que ça, c'était aussi se faire remarquer pour avoir un échec, c'est presque pire. Parce que après, si vous avez lu le livre et qu'il vous a pas plu, il est super identifié. Donc, les livres à triangle, non, plus jamais. Vous voyez, je veux dire que le fait d'être très identifiable et très identifié, vous pouvez aussi vous foirer complètement. Parce que si les gens se souviennent que c'était vraiment pas bien, que c'était plein de coquilles, que c'était très très chiant et pas sympa du tout comme lecture, ils vont aussi s'en souvenir. Donc, le marquage très fort, il marche dans les deux sens. Là, le fait est que je pense qu'on a une qualité de proposition et d'offre éditoriale qui fait que vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors gardez-les grands ouverts parce que c'est beau, mais vous pouvez vraiment choisir presque au hasard dans le catalogue. Alors ce sera plus ou moins le coup de foudre, plus ou moins une affinité très particulière, mais ce sera forcément un bon moment, ce sera forcément une belle découverte, ce sera forcément quelque chose d'intéressant, de fort, ce sera jamais ni banal, ni oubliable, ce sera forcément un vrai bon livre que vous aurez envie de garder dans votre bibliothèque. Mais ça, c'est parce qu'il y a un contenu derrière qui est très fort, mais le marquage, il est
vraiment, il peut être à double tranchant très très vite. Double tranchant. Et sur une particularité de votre travail, c'est ce qu'il y a, et notamment par rapport à David, des contraintes quand ce sont des séries. Je pense à des auteurs type Hubert Haddad ou Pascal Garnier. C'est-à-dire graphiquement, il faut aussi renouveler le design pour qu'un livre du même auteur deux livres du même auteur ne se ressemblent pas trop. Donc il y a aussi une ligne par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est aussi votre marque de fabrique d'un point de vue éditorial. C'est voilà, vous avez des auteurs maison. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le fait que quand un auteur publie son deuxième livre dans la maison, il y a David se retrouve avec une contrainte supplémentaire qu'il faut que les livres fassent joli ensemble. Alors, voilà, que ça jure pas. Mais d'ailleurs, sur un programme éditorial, il faut que ça jure pas. C'est-à-dire que nos 2 romans de rentrée littéraire d'août ou nos 2 romans de rentrée littéraire de janvier ou les 2 poches du mois d'avril doivent aussi ne pas jurer ensemble parce qu'on va les promouvoir ensemble tout le temps sur tous les matériels. Donc ça, c'est aussi une contrainte un peu cachée. Mais pour les livres d'un même auteur, oui, faut pas que ce soit la même chose. Il faut juste que ça jure pas, qu'on puisse les poser les uns à côté des autres et qu'on ait je sais pas, une même gamme de couleurs, quelque chose, enfin un truc qui fait que on peut avoir envie de les collectionner, d'acheter la série sans que ça jure. Alors, il y a un auteur qui est Pascal Garnier, pour lequel David a vraiment fait une sorte de série avec des lignes. Donc c'est le visuel que vous avez repris pour We Love Books, We Love Design, mais qui est très, très réussi. Et ça, vous verrez que toutes les couvertures de romans de Pascal Garnier, c'est toute une couleur, enfin noir plus une couleur, et donc avec un jeu sur des lignes blanches qui est très très réussi. Il y a notamment la solution Esquimau, ou le livre Gondole dans tous les sens, c'est assez extraordinaire, ou la théorie du panda, où soudain le papier semble arraché et il se passe des trucs sous le papier de la couverture. Donc ça, pour un auteur, vraiment, Pascal, c'est une ligne. Mais sinon, il faut simplement que les livres ne jurent pas, si je puis dire, entre eux. Alors après, il y a des exercices un peu périlleux. Pour reprendre le cas de Rosa Candida, où le livre a été un succès, puisque à 100 000 exemplaires, c'est vraiment un beau succès. Le livre qui a suivi, c'était carrément l'enfer, parce que avec un public qui avait tellement aimé ce livre et une couverture qui était tellement originale, tellement marquante, c'était vraiment compliqué. Et donc la couverture du livre qui a suivi, qui s'appelle L'Embellie, est beaucoup plus neutre, enfin un peu édredon. Bon, alors on voulait un truc un peu... on voulait un truc. On savait plus, là, à quel sens vouer, parce qu'on avait une couverture qui était tellement forte que comment faire une autre couverture après celle-là. Donc l'Embellie, elle était pas gagnée. C'est pas une des couves les plus emblématiques ou les plus marquantes de la carrière de David, c'est sûr. En revanche, celle d'après, qui vient juste de sortir, qui est là dans des énormes piles, c'est un roman qui s'appelle L'Exception. La couve est extraordinaire. Elle est vraiment, elle est aussi forte que celle de Rosa Candida, dans d'autres couleurs, d'autres, dynamiques, d'autres formes. Et là, mais peut-être qu'il fallait, l'embellie, peut-être, entre Rosa Candida et L'Exception, pour pouvoir passer d'un univers à un autre. Sinon, on a besoin d'un peu de transition. Vu que le temps passe un petit peu vite, je vais un peu changer de sujet, mais en plus ça va être une question que je pense que vous entendez souvent. Mais c'est la question du numérique pour vous. Comment vous vous projetez? Parce que, là ça va bientôt faire 1 heure que vous faites brillamment la démonstration de ce côté artisan d'art, en fait. Je crois que c'est une image que vous aimez bien sur les livres, faire des livres exceptionnels mais pas élitistes. Mais comment vous imaginez, est-ce que vous déjà vous imaginez une transition vers le numérique, sans abandonner évidemment votre travail actuel, ou alors vous vous positionnez vraiment un peu de manière défensive par rapport à ça?
Alors déjà, on a un peu déployé quand même l'exercice avec la collection de poches. Donc je pense que c'était intéressant de voir aussi comment on a décliné le papier du grand format aux poches. Mais ça, vous pouvez faire l'exercice chacun et voir voilà, le jeu des 7 différences, mis à part le prix. Voilà, comment on a travaillé pour faire ça. Le numérique, je me suis félicitée l'été dernier d'avoir fait nos livres en numérique. Donc je me suis dit, voilà, moi, bon, j'adore mon ordinateur, mon téléphone et toutes ces idioties. Mais on a un très joli site internet avec plein de circulation dans tous les sens. Je trouve que le numérique en soi, ça m'intéresse pas beaucoup. Maintenant, je me suis dit, c'est idiot de pas essayer au sens où, voilà, au lieu de demander à toutes mes consoeurs et à mes confrères, et toi, le numérique, qu'est-ce que ça donne, je vais essayer. Et puis, on va essayer de faire un truc qui soit aussi design, aussi joli, aussi réussi, comme livre numérique, que ce qu'on essaye de faire pour le papier. Donc, notamment, donc les couvertures numériques, c'est nos couvertures grand format avec juste un petit angle en bas de la couverture avec marqué EPUB ou e-book ou numérique, je ne sais plus ce qui est marqué dessus d'ailleurs, et c'est dire à quel point je les regarde ces couvertures. Et l'intérieur, en revanche, on a super chiadé la mise en page et tout ça. Je dois dire que personne ne l'a jamais remarqué. Moi, j'ai travaillé des heures pour avoir un livre qui ressemble à un livre, un texte qui ressemble à un texte, qu'on le grossisse, qu'on le réduise, qu'on le bouge dans tous les sens. Ça continuait de ressembler à un vrai livre avec du vrai texte, au sens avec une relative beauté de la mise en page. Je me suis beaucoup arraché les cheveux sur cette question-là. Je n'ai jamais eu le moindre compliment sur la question. Et la seule chose qui était super top, c'était quand l'iPad a fait sa campagne de publicité, ils ont cherché quel était le plus beau livre numérique publié en France, et c'était Le Peintre d'éventail d'Hubert Haddad, publié chez Zulma, avec une couverture qui est en effet magnifique, et que l'univers et les graphistes d'Apple ont évidemment reconnu tout de suite l'excellence de notre graphiste et de notre graphisme, et du coup ça nous a fait une campagne de publicité absolument extravagante. Donc merci l'édition numérique. Si je ne m'étais pas lancée dans cette aventure, nous n'aurions pas eu droit à cette sublimissime campagne de couverture. Et puis Steve Jobs et moi sur la même affiche, quand même, ça m'avait fait quelque chose. Donc les ventes sont complètement ridicules. On passe un temps de folie pour avoir la même excellence, c'est-à-dire obtenir voilà, un truc propre, bien fait. Donc c'est vraiment ça, c'est du temps, c'est de l'argent pour des ventes d'aucun intérêt. Donc si je prends un exemple, c'est je sais pas, Le Peintre d'éventail, justement, d'Hubert Haddad, dont on a vendu un peu plus de 20 000 exemplaires, donc le livre, donc joli succès. On a dû en vendre moins de 300, entre 250 et 300 exemplaires en livre numérique. En revanche, on fait la guerre au piratage toute la journée. Hein. Alors ça, pour être piraté, on est piraté, en veux-tu, en voilà, des fichiers gratuits à télécharger, il n'y a que ça partout. Mais les ventes, c'est pas énorme. En tout cas, c'est même Rosa Candida, on doit être à 550 exemplaires numériques vendus versus 100 000 exemplaires en grand format et 180 000 exemplaires en poche. Donc 400, je sais pas, moins de 500. Donc c'est vraiment pas très intéressant en termes de vente. Personnellement, je trouve que c'est pas très intéressant non plus en termes de lecture. Je veux dire que je trouve que c'est insupportable de payer pour quelque chose et de plus l'avoir parce que, je sais pas, on m'a volé mon téléphone. Donc j'ai plus mes livres. Ou parce que mon ordinateur est trop vieux et donc le iTunes n'a pas voulu se mettre à jour et donc ma bibliothèque est perdue ou inaccessible ou je ne peux la retrouver que sur tel autre ordinateur. Il y a toujours un truc qui fait que ça ne marche pas. Après, je trouve que c'est vraiment désagréable en termes de lecture
c'est pas du tout, enfin, c'est un autre plaisir. Et je trouve que la lecture de livres numériques, en plus, c'est le cas de le dire, n'imprime pas l'esprit du tout de la même manière. Je ne me souviens pas des livres de la même manière, je ne les retiens pas de la même manière, ça ne fonctionne pas sur mon imaginaire de la même manière. Je ne pourrais pas dire pourquoi, mais j'adore dans un livre savoir si je suis au début ou à la fin. Bon, sur un livre numérique, c'est mission impossible, sauf à dire que se souvenir qu'on est à 15% de quelque chose, c'est chiant. Alors que avec ses doigts qui tiennent le livre, on n'a pas besoin de faire de grands efforts pour savoir si on est au début ou à la fin. On le sait sans même se poser la question. On se souvient tous que telle phrase qu'on a aimée était en haut à gauche. Et on s'en souvient très bien. Et pareil, on n'a pas besoin de longues explications et on feuillette. Alors, je pense que cette lecture de livres numériques est peut-être intéressante pour certains sujets, peut-être intéressante sur certains types de livres. Peut-être que pour des livres jetables, c'est pas très grave. On peut lire de la littérature, un peu de divertissement en série. Peut-être que c'est pas grave, mais pour avoir un vrai plaisir littéraire, je trouve que moi ça me convient pas en tant que lectrice, et en même temps je me vois pas vivre, enfin chez moi j'ai des livres partout, et c'est un vrai bonheur d'avoir des livres partout. Je veux dire, au-delà de il y a des livres qu'on a lus, et puis il y a les livres qu'on n'a pas encore lus, et les livres qu'on aimerait bien lire, et les livres qu'on lira jamais, mais la couverture est belle, donc on l'a quand même, il est là. Ou les 5 ou 6 exemplaires du même livre qu'on a racheté parce que... et pas parce que c'était justement une nouvelle couverture. Moi j'ai des collections chez moi de... Alors c'est la même couverture, là c'est encore plus crétin, c'est le Nadja d'André Breton. Dès que je le vois quelque part, je l'achète. Donc, sortez la pile. Donc, il y a des livres où, je sais pas, ou alors dans toutes les vieilles éditions de poche de La Recherche du temps perdu. J'en ai plein. Mais c'est pas grave. C'est un livre que j'aime et j'aime bien l'avoir sous différentes éditions. J'aime bien des tas de trucs. J'aime bien collectionner toutes les vieilles éditions de Maigret. Voilà, parce qu'à chaque fois, c'est toute une époque, c'est du design, c'est du graphisme, c'est plein de choses. Mais je vois pas comment, dans ma maison, j'aurais plus de livres d'un coup. Ou comment les choses qui sont importantes dans ma vie, parce que si je lis, ou si je suis éditrice, c'est aussi parce que la littérature, c'est quelque chose qui est vital, qui est essentiel, je sais pas, vous avez tous eu, je sais pas, des chagrins horribles. Je sais pas quoi d'autre qu'un livre génial peut nous sortir d'un chagrin horriblissime, à part du Prozac. Mais je veux dire que pour quand on a vraiment mais le moral dans les chaussettes et qu'on est le plus malheureux de la terre et que plus rien ni personne ne peut pour vous, que ce soit, quelle que soit la nature du chagrin, on a des tas de sortes de chagrins et des fois on a des énormes chagrins. Mais quoi d'autre qu'un livre peut vous sortir de là? Et on va pas... et notre vie, elle est constituée de nos chagrins, de nos bonheurs, de nos rencontres, des gens qu'on aime, des gens qu'on n'aime plus. Et notre vie, elle est entourée, accompagnée de plein de livres, et pas de fichiers numériques. Après, juste pour abonder dans votre sens, puis il va falloir qu'on arrive à conclure, je pense que dans votre cas, votre travail d'édition, c'est vraiment... ce rapport sentimental, on l'a évoqué tout à l'heure, et le rapport sentimental, pour moi et puis pour nous au sein du collectif, c'est pour ça qu'on a envie de faire ces temps d'échange-là, il passe par ce support qui peut paraître pour certains obsolète. Alors on n'est pas, nous, en guerre contre le numérique, et vous non plus, c'est pas ce que vous dites, mais nous, il passe par vraiment le support papier, et vous l'avez évoqué, c'est un designer, c'est un imprimeur, c'est des métiers... donc voilà, dont il faut parler, puisque voilà, travailler en Pantone, c'est des contraintes, techniquement c'est compliqué, bon, c'est un coût aussi, mais voilà, c'est un travail d'artisan, et ce travail d'artisanat de livre, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. C'est vrai que si on peut faire une comparaison avec la dématérialisation dans la musique, aujourd'hui tous les labels qui avaient plein de vinyles il y a 40-50 ans, qui les ont envoyés au pilon parce que ça se vendait plus, aujourd'hui ils s'en mordent les doigts, puisque c'est quelque chose qui se vend énormément. Le rapport physique avec le support est hyper intéressant, donc j'espère, et moi je suis assez optimiste
pour dire que voilà, des supports comme ça où il y a un travail éditorial, un travail sur le support physique, a encore de beaux jours devant lui. J'espère.